Jungle. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers DLN2 numéro 22. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique et le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Toutes les catégories confondues, bien entendu. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier leur sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, CHAN Algérie 2023, préparatifs pour la double confrontation qualificative face au Niger, plus que 2 semaines pour la manche aller contre le MENA du Niger. Où en sont les éperviers pour les préparatifs? Jonas Kokou-Komla est-il prêt avec son équipe pour offrir au Togo sa deuxième qualification de suite? Que doit-il faire pour assurer la garantie de cette qualification dès Lomé? C'est autant d'interrogations que nous tenterons de répondre. CAN RCI 2023, après le glissement des dates de la compétition ayant eu des impacts sur la programmation de la suite des éliminatoires, les éperviers pourront-ils mieux s'organiser pour venir à bout de l'ogre burkinabé, des étalons du Burkina Faso bien entendu, dans leur double confrontation en mars prochain? C'est la question. Les 6 mois supplémentaires suffisent-ils pour opérer les mutations nécessaires en vue de créer un nouvel espoir de qualification pour la CAN RCI 2023? Comment doivent-ils mettre à profit ce temps de latence pour se relancer? Cette situation n'est-elle pas celle d'un piège en haute mer pour Paulo Duarte et son groupe? Voilà encore d'autres interrogations concernant l'équipe Fagnon. Et puis, Togolais en club, le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. La tranche des auditeurs, à vous l'antenne. Dans le nid des éperviers DLN2, c'est avec la technique Théo Wajab. Merci pour le longiligne de cette maison qui est donc sur les bannettes. La caméra est assurée comme d'habitude par Elom Adovon pour assurer donc la migration sur les www.sportfmtg.com et sur les réseaux sociaux, c'est avec la complicité de Roméo Yetor. Au studio, comme d'habitude toujours, Franck Nouniaman et Angelo Folikwe de la rédaction de Sport FM. Ils tenteront donc de discuter, enfin d'analyser la situation avec nous. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon et puis on se retrouve. Allez, merci de nous retrouver et bien sûr on est là justement pour quelques minutes, quelques dizaines de minutes ensemble, il n'y a pas de problème. Franck Nouniaman, bonjour. Bonjour Aimé, merci, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Angelo Folikwe, bonjour. Salut Aimé, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, je crois. On essaie de gérer tout simplement. Alors le premier sujet, eh bien, ça concerne le CHAN Algérie 2023 avec ses préparatifs pour la double confrontation qualificative face au Niger. Eh bien, Franck Nouniaman, on connaît déjà donc la date de l'aller. Ce serait donc le 28 août prochain que le Togo va accueillir au stade de Kégué le MENA du Niger. Et naturellement, on sait qu'il y a donc quelques jours, eh bien, les éperviers locaux ont peaufiné donc presque leur dernier stage justement pour cette confrontation. C'était face aux éléphants de Côte d'Ivoire. 2 matchs, bien sûr, et puis on va dire une victoire partout. C'est ce qu'on a analysé l'autre fois. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour affronter donc le MENA? Peut-être cette question elle est à poser à Jonas Kokou-Komla qui au sortir du deuxième match contre les éléphants de la Côte d'Ivoire disait que c'était mieux de pouvoir s'incliner face à cette équipe sur cette deuxième manche de ces matchs amicaux pour continuer de travailler, revoir un peu là où ça n'a pas réussi. Donc c'est lui à ce jour qui pourrait dire que son effectif ou bien son équipe est prête pour affronter le MENA dans 2 semaines, on va dire pratiquement. Donc, je pense que on se pose la question de savoir d'ici le 28 qu'est-ce qui va être fait si c'est le dernier stage qui a été bouclé avec ces 2 matchs amicaux? Le point d'interrogation à ce niveau. Je pense que 2 semaines, c'est assez long, même si on considère que ça fait juste 14 jours et que ça va arriver très vite. Il faut peut-être encore une fois regrouper les joueurs,
peut-être leur permettre encore d'essayer quelque chose. S'ils restent sans rien faire jusque-là, à mon avis, ce ne serait pas bien. Maintenant, s'il n'y a pas de fenêtre possible, c'est lui qui est le technicien. Il sait quoi faire pour pouvoir préparer ses joueurs à affronter le MENA qui arrive ici le 28. En tout cas, on sait que le regroupement, c'est possible. On va faire le regroupement avant le match tout de même, mais certainement qu'il n'y aura pas, en tout cas, d'autres matchs annoncés. Ce que je veux dire, Angelo, qu'est-ce que vous pensez donc? Nous sommes à presque 2 semaines donc de ce match capitalissime pour le Togo. Jonas Kokou Komlan sait très bien ce qu'il lui reste à faire, de même que le groupe qu'il est en train aujourd'hui de diriger, un groupe qui a foncièrement changé, il faut le reconnaître et le rappeler. Il n'y a que 5 joueurs qui aujourd'hui sont encore présents dans cet effectif-là, qui était entre-temps du côté du Cameroun pour disputer cette première historique. Du Cameroun, exactement, 2020, notamment Madjidje Dialilou, Sama Alimou au niveau de la défense. Vous avez Aoro Barojari, et puis Akoro Bilali au niveau du milieu de terrain. Et puis devant, c'est seul Tchatakora Abdoul Semiou qui est le rescapé. Tout le reste du contingent, ce sont des néophytes. Au même moment, la première équation à résoudre, c'était d'arriver à trouver cette alchimie-là de ces joueurs-là, les nouveaux qui intègrent justement la sélection à prime, histoire de partager avec eux la philosophie du jeu, l'identité de jeu, les ambitions et les objectifs assignés à Jonas Kokou Komlan. Je pense que eux tous aujourd'hui, avec tout le discours et toute la période passée ensemble, ils savent ce qu'on leur demande de faire. C'est de pouvoir jouer, gagner et se qualifier. Il n'y a rien d'autre que ça. Maintenant, avant la rencontre face au MENA, on a vu exactement les sorties face à la Côte d'Ivoire en aller-retour. La première satisfaction, c'est que l'équipe recommence à marquer des buts. On l'a dit, ça c'est une bonne chose. Maintenant, autant on marque, autant on encaisse. C'est à ce niveau qu'il faut régler la mire. Il faut limiter l'encaissement. Voilà. Ou soit encore, lorsqu'on doit jouer, il peut arriver des moments faibles ou des temps faibles. Il faut savoir gérer ces moments. Les gérer. Et je prends toujours un mot à Thierry qui dit, lorsque les occasions vont se présenter dans les matchs, il faut qu'on les saisisse et qu'on arrive à les transformer. Le défi est à ce niveau-là. Vous l'avez dit, le match aller c'est le 28, le match retour c'est le 3. Il n'y a que 5 jours. 5 jours pour pouvoir rapidement se remettre dans le sens de la marche. Je pense qu'à ce moment-là, il faut déjà commencer à mettre une véritable organisation en place. Je m'explique en terminant mes propos. Au stade de Kégué, on reçoit le 28. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu le public sportif, il a soif. Non seulement il a soif, mais il est beaucoup plus attaché à cette sélection à prime là, parce qu'on se dit, on a été à un CHAN, il faut récidiver tout de suite. Donc, il y a un semblant d'amour très fort qui existe entre le public sportif et le groupe des éperviers locaux. Et puis aussi, la plupart des joueurs évoluent à domicile. Ici. Donc, ils ont presque leur camp, leur zone, comment dit-on, leur groupe de fans qui sont là, qui veulent voir leurs joueurs évoluer sur la pelouse de Kégué. Donc, à ce niveau, la fédération, le ministère, le gouvernement ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour que le 28, le stade soit plein et qu'on puisse pousser le Togo à une large victoire avant la manche retour. Jonas Kokou Komlan, c'est le sélectionneur des éperviers locaux. Il s'exprime justement après ce dernier stage. Toute défaite est grave. Je suis un compétiteur, mais il y a des défaites aussi qui sont bonnes parce que ça nous permet de se remettre en cause, de revenir sur terre. C'est très important. Je donne un exemple. Si on avait gagné ces 2 matchs, on allait dire qu'on est bon, qu'il n'y a plus rien à corriger. Donc il y a des défaites qui font mal, mais il y a des défaites aussi qui apprennent, qui nous donnent des leçons qu'on doit tirer, ce qu'on doit corriger pour les chances à venir. Donc je pense que tranquillement, on va faire l'analyse du match de ce soir, voir ce qu'on doit améliorer, travailler surtout, se dire qu'on doit bosser dur pour se qualifier parce qu'on a 2 gros matchs qui nous attendent. C'est la haute compétition, donc il faut avoir tous les atouts de notre côté, corriger surtout sur certains détails qui nous ont manqué ce soir. Je n'ai pas de regret, j'ai 27 joueurs, il faut que tout le monde s'entraîne, tout le monde joue. Tout le monde joue. Moi j'ai mon équipe en tête. Maintenant il faut que tout le monde joue. Une équipe c'est pas 11 joueurs aussi. Une équipe c'est des doublons. Par exemple si on commence avec 11 joueurs et que par exemple il y a des blessés, il y a des fatigués. Si ceux qui sont sur le banc n'ont pas pris cette confiance lors des matchs amicaux, ce n'est pas le jour de la compétition officielle que tu vas les faire jouer. J'ai fait exprès, j'ai mis certains sur le banc pour voir aussi la réaction d'autres. Parce qu'une équipe pour moi c'est la concurrence. Il faut mettre tout le monde en concurrence, surtout la concurrence saine.
Voilà, c'est ce que disait donc Jonas Kokou Komla. J'ai voulu mettre donc en concurrence mes joueurs. Bon voilà, c'est tout un groupe. Il a 27 joueurs, en tout cas pour ce stage-là, ce dernier, et qui est fini. Donc bon voilà, il se dit, il a besoin justement de peut-être aussi cette défaite pour corriger certaines choses, pour essayer donc de voir ce que ça peut donner. Alors Franck, je crois que oui, en l'écouter, Jonas Kokou, il paraît toujours serein par rapport à son effectif, à son groupe. Oui, bon, un entraîneur, c'est ça, hein, à quelques jours d'une échéance aussi importante pour lui, parce que nous ne cessons jamais de le rappeler, son prédécesseur a réussi à qualifier le Togo à l'issue, on va dire, de 4 matchs. Match retour, aller-retour contre le Bénin, et puis après, match aller-retour contre le Nigeria. Pour lui, c'est encore un peu plus réduit. Il ne joue que le deuxième tour parce que le travail a été fait quelque part au niveau d'Abalo-Dossé. Donc, il a quelque part l'obligation de qualifier le Togo. Et c'est lui qui est le patron du groupe. Il doit être serein et doit transmettre, on va dire cette vitalité, cette confiance à ses joueurs. Maintenant, sur le terrain et sur le dernier match, il a dit des choses intéressantes. La concurrence saine dans un groupe, dans un effectif, c'est toujours bien. Ça permet l'émulation, ça permet d'inciter les uns et les autres à montrer de quoi ils sont capables. Donc voilà. Il parle au sortir d'un match amical. C'est sûr que l'ambiance face au MENA, ce ne sera pas la même chose. Ça va être quelque chose de différent, nettement, parce qu'on joue une qualification sur 2 matchs. Et là, beaucoup de choses peuvent rentrer en ligne de compte. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est à lui de savoir ce qu'il veut, de savoir quel joueur pourra faire l'affaire le jour-là face au MENA. Il y a un tournoi qui est en train d'être joué. Je l'ai aperçu la dernière fois au stade, lors d'un match du tournoi Dr Kaolo. Il était présent dans les tribunes. Certainement, peut-être qu'il veut avoir encore des idées sur quelques joueurs. Mais bon, je pense que ce match... Vous trouvez encore certains oiseaux rares? Ben pourquoi pas, on peut trouver des oiseaux rares, voilà, in extremis. Pourquoi pas, pour étoffer le groupe. Maintenant, il est là, il sait ce qu'il veut, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Ou alors suivre plutôt ceux qui sont déjà là. Oui, les voir, voilà, parce que la SCK joue, et il est en train de les voir, il y a l'Entente 2, il y a l'Étoile filante, il y a la SOTA qui joue. Peut-être qu'il y a des joueurs qui sont déjà dans son effectif qu'il veut revoir dans ce tournoi. Donc, ben, c'est à lui de voir ce qu'il y a lieu de faire pour permettre à son effectif de gagner et qu'il ne soit pas déçu à l'arrivée. Angelo, Jonas Kokou Komla est-il prêt, selon vous, avec ses propos? Est-ce que vous le sentez prêt avec son équipe pour offrir au Togo cette deuxième qualification de suite? Je prends juste une partie de ses propos dans l'une des interviews qu'il nous a accordées. Je connais mon équipe dans la tête, ou je connais le 11 entrant dans la tête. Ça veut dire qu'il a pris le temps, en tout cas lors des stages multipliés, répétés, d'avoir une idée sur le profil du joueur, le type de jeu qu'il veut développer face à l'adversaire, même si on va sur un terrain inconnu, parce que le MENA du Niger, c'est vrai, oui, on parlera d'un football au sud du Sahara, des clubs comme l'AS Nigelec ou l'AS Douane qui se qualifient souvent pour la Coupe CAF, presque les mêmes joueurs se retrouvent. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que le Niger va produire en face, d'autant plus que cette équipe également, en tout cas, elle a du vécu quand on parle du CHAN. Au-delà de ça, je pense aussi que s'il a fait confiance à certains joueurs pour disputer des matchs clés, c'est parce que d'abord, il croit en eux et il a un discours, il a une façon de parler, de communiquer avec ces joueurs-là, et donc ces joueurs adhèrent presque à sa façon de faire les choses. Mais au même moment, je me pose 2 questions. La première, quelle est la motivation personnelle de tous ces joueurs-là? Je pense que là, il y a un gros défi à relever. C'est-à-dire que tous ces joueurs, les nouveaux qui sont arrivés, notamment Wome Dove, Novon Efoué, Ouattara Moutalib, Ouronimini Nazif, ou que sais-je encore, doivent se dire, c'est l'occasion pour nous également d'écrire notre histoire. Et donc, ça passe par les 2 matchs, en aller et retour. On doit mouiller le maillot du début jusqu'à la fin. Et ne pas... Comme on l'a un peu vu dans le match amical face à la Côte d'Ivoire, où on a vu le Togo laisser le ballon aux Ivoiriens pendant 15-20, peut-être même la première mi-temps. C'est en seconde période qu'ils se sont réveillés. Attention à ne pas aller sur ce terrain. La deuxième question, quelle est la responsabilité
de la fédération et du ministère vis-à-vis de cette sélection. Parce qu'après tout, on cherche une qualification. Oui. Et quand on parle de qualification, il faut savoir motiver les joueurs. Oui. Il faut savoir motiver le staff. Il faut savoir leur demander ce qu'il faut faire et en même temps les intéresser. C'est à ce niveau-là. C'est une question de discours en tout cas. C'est très important. C'est très important à ce niveau. Voilà. Bon, d'accord. On va toujours écouter Jonas Kokou-Komla, justement, par rapport au travail qu'il entend faire et qui pourrait, justement, nous amener donc à cette qualification, parce qu'on ne parle pas seulement de victoire, mais plutôt de qualification. L'objectif, c'est toujours de préparer le CHAN parce que vous n'êtes pas sans savoir que les éliminatoires commencent au mois de juin déjà. On doit se préparer. On a fait un programme qui va pour chaque 2 mois où on doit regrouper les joueurs. Donc on est dans cette dynamique, sur cette continuité. Déjà, on était au dernier CHAN, donc il faut se qualifier. Pour se qualifier, il faut bien se préparer. Donc je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. On fait des préparations périodiques chaque 2 mois. Donc je pense que c'est le deuxième. On a vu des joueurs encore qui se sont illustrés. Mais ça ne veut pas dire que la porte elle est fermée. La porte elle est toujours ouverte, c'est une sélection nationale. À chaque fois quand on voit un bon joueur, que ce soit en 2-2, en 2-1, il serait toujours la bienvenue en sélection. La performance individuelle de chaque joueur dans son club, je pense qu'aujourd'hui les 25 qui sont là, pour nous le staff, on pense que c'est les meilleurs. On peut se tromper, nous sommes des êtres humains, mais on pense qu'à 99% c'est les meilleurs. On a vu du nord au sud tous ces joueurs. Vous voyez la présence des joueurs même de 2e division dedans. Donc ça veut dire que tout le monde est représenté. On a pris par la performance les qualités individuelles par rapport au rendement des matchs que tous les joueurs ont joué avec le club et c'est pour cela que ces joueurs sont là. Donc maintenant, c'est à eux de prouver, c'est à eux de montrer qu'ils méritent la sélection locale. Voilà, c'est Jonas Kokou-Komla, donc parlait de ce groupe depuis avril dernier où il essayait donc de s'exprimer sur, disons, le rythme de travail qu'il entendait faire avant donc ce match, et c'est ce que disait donc Franck Mounyama tout à l'heure. Il continue de sillonner sur le terrain pour voir s'il y a encore certains oiseaux rares qu'il aurait oublié quelque part. Alors Franck, je reste avec vous tout de même. Que doit-il faire pour assurer la garantie de cette qualification dès Lomé? Il faut jouer. Il faut jouer tout simplement. Cette réaction qu'on vient de vous proposer, c'est une réaction du mois d'avril dernier sur un stage organisé pour les éperviers locaux. Il l'a dit, il faut pouvoir donner l'occasion souvent à ces joueurs de s'exprimer pour pouvoir sortir les meilleurs. Que doit-il faire pour se donner une garantie? Il doit s'assurer que les joueurs sont dans les meilleures conditions. Angelo parlait tout à l'heure de motivation. Motivation, c'est très important. Il ne faut pas prendre ça à la légère, en tout cas. Ça va être très important sur cette double confrontation parce que le Niger n'a aucune envie de rester à la maison parce que sur le dernier CHAN, ils ont été quart de finalistes. Ils veulent y retourner pour continuer ce qu'ils ont fait il y a, on va dire, un peu plus d'1 an. Donc, il faut être sûr que les joueurs sont dans les meilleures conditions, que le message passe correctement, que les joueurs sont prêts à tous les niveaux. Mais il n'est pas seul à le faire. Il y a la Fédération togolaise de football qui doit se mettre dans cette organisation, le ministère des Sports et des Loisirs, pour dire tout simplement qu'on doit mettre les moyens. Les motivations doivent être en place et au-delà des motivations maintenant, parler, voilà, envoyer un bon discours aux joueurs, qu'ils ils doivent savoir aussi qu'ils ont un rôle important à jouer, quel que soit ce que le coach va dire. C'est eux qui seront sur la pelouse, c'est eux qui seront face au MENA, donc ils n'ont pas droit à l'erreur. Le Togo a besoin de cette deuxième Coupe d'Afrique, de ce deuxième championnat d'Afrique des Nations. Voilà, pour permettre aux joueurs locaux de pouvoir s'émanciper, s'améliorer. La preuve, au sortir d'une première qualification, on a vu 3 joueurs qui sont partis. Donc c'est important. C'est important pour le football, le championnat local aussi. Et voilà, donc la motivation, une meilleure organisation et puis le discours, ça va être important. Oui, mais Angelo, quand vous parlez de motivation, c'est à quel niveau précisément? Et quel genre de motivation? Que devait être la nature de cette motivation? La première motivation dont je parlais, c'est la remise en cause perpétuelle des joueurs. Se dire que je joue pour ma nation et je joue pour qualifier ma nation. Je pense que déjà, en faisant donc, ça... Avoir un sens de patriotisme. Absolument. Quoi qu'on dise, il y a d'autres joueurs, petits soient-ils ou minimes soient-ils, qui ont envie de ressembler à Tchatakora Abdoul Semiou, au Novon Efoué, ou au Médové, ou encore à Gbocho Fabrice. Au-delà de ça, la question financière. Oui, vous allez jouer le MENA en aller-retour. Voilà ce que nous mettons sur la table pour vous permettre de nous arracher cette qualification. Je pense que ça,
ce n'est pas du tout à négliger. Très souvent, on a eu malheureusement des cas où il faut aller de négociation en négociation pour finalement s'arrêter sur un montant X ou Y, mais déjà à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si ils l'ont déjà fait. Si c'est déjà fait, félicitations. Mais si c'est pas encore fait, il faut en parler pour que c'est pas après le match 1 qu'on va entendre dans les coulisses comme quoi on ne nous a rien dit. On nous dit de jouer, de mouiller le maillot, mais combien on va gagner? Et peut-être après la qualification, le problème de prime va se poser. Vivement que cela ne se pose pas. C'est très important. Je voudrais chuter en disant ceci. Vous avez le match du Niger-Togo, le match retour qui va se jouer à Cotonou. C'est à Cotonou, c'est juste à côté. Ça veut dire quelque part, on pourra faire des économies sur l'enveloppe à allouer pour le déplacement si on devait quitter Lomé pour Niamey. Donc, Cotonou, c'est juste à côté. On peut prendre, c'est vrai, l'avion. Il faut aussi que les supporters puissent s'y rendre. S'y rendre. Donc, la question d'organisation revient encore. Et ça, c'est la fédération. Et ça, et nous voulons vraiment voir ça. D'enveloppe financière, c'est naturellement le gouvernement. Absolument, absolument. Voilà. Oui. Donc, colonel Lydie Bessikama sait de quoi on parle. Madame le ministre, oui, bon, d'accord. Donc, comme vous le savez si bien le faire, bien, on va dire simplement, demander simplement à Madame le ministre de s'approcher justement de ces joueurs et de leur dire les mots qu'il faut, comme elle sait bien le faire en grande maman, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et donc, être porteur, si vous voulez, d'un message particulier du chef de l'État, c'est aussi ça qui galvanise, c'est aussi ça qui motive. Bien sûr. Et demander également à la Fédération togolaise de football, avec le colonel Lakovi G, donc de prendre les dispositions pour garantir, en tout cas, comment dire, un meilleur rapport du public, justement, à ces joueurs-là. Il le faut. Deuxième sujet, c'est la CAN RCI 2023, voilà, Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer finalement en 2024. Après le glissement des dates de la compétition ayant eu des impacts sur la programmation de la suite des éliminatoires, les éperviers, Franck, pourront-ils mieux s'organiser pour venir à bout de l'ogre burkinabé que sont, si vous voulez, les étalons, justement dans cette double confrontation qui est programmée finalement dans le mois de mars 2024. Oui. 2023. Voilà. Oui, je pense qu'ils avaient montré qu'ils avaient besoin de temps sur les 2 premiers matchs qu'ils ont affichés. Tout le monde est d'accord pour dire que l'équipe n'est pas encore prête. On a évoqué à plusieurs reprises le mot reconstruction qui est venu chaque fois. Même si vous écoutez l'ancien joueur des éperviers, Koubadia Kader, il a dit qu'il n'y a plus de petite équipe. L'équipe togolaise est toujours en reconstruction. Voilà, donc le fait peut-être de repousser l'échéance et qu'il y ait encore quelques mois de plus, il faudra s'attacher ou bien il faudra attacher les ceintures pour travailler, pour profiter, mettre à profit ce rallongement, ce prolongement des dates au niveau des éliminatoires. Les matchs devaient avoir lieu en septembre, maintenant c'est en mars, ça fait 6 mois supplémentaires, ce qui devait permettre peut-être aux techniciens portugais d'avoir plus d'ouverture, de s'asseoir, de réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir faire face au Burkina Faso qui reste le leader incontesté de ce groupe après 2 journées, 6 matchs sur 6 possibles. Donc ça veut dire que c'est un adversaire à respecter, important, et que si le Togo se loupe sur cette double confrontation, on pourrait déjà commencer par dire adieu à la CAN à venir. Donc il faut mettre ce temps à profit. Mettre ce temps à profit, c'est quoi? Aller revérifier, revoir les matchs déjà joués, corriger ce qu'il y a à corriger, parce que là, lui-même, il a dit, je reprends, vous n'aimez pas ce mot, ce terme, il dit qu'il n'a pas reconnu ses joueurs, voilà, mais c'est ce qu'il a dit, et c'est à lui de travailler avec les joueurs, les capitaines, pour changer, on va dire, ce mauvais départ. Ce sera très important. Oui, Angelon, les 6 mois supplémentaires suffisent-ils pour opérer, si vous voulez, les mutations nécessaires en vue de créer, si on va le dire ainsi, un nouvel espoir de qualification pour la CAN 2023? La question, l'interrogation qui demeure, c'est de savoir si jamais il n'y avait pas ce glissement de date. On ferait quoi? On ferait quoi?
On serait en train déjà de compter les jours. Non, possible, mais avec le même effectif. Oui. À moins que peut-être pour les 2 dernières journées, on va essayer d'aller faire, je ne sais pas quelle prospection, ne serait-ce que à défaut de ne pas être qualifié, de ne pas être ridicule à la fin, c'est-à-dire de ne pas finir dernière de la poule. Maintenant, on n'est pas dans ce scénario. Nous avons 6 mois. Donc, vous avez déjà dans cette option de possible non-qualification. Non, mais je suis en train de faire une analyse. Si en 2 journées, au lieu d'avoir 6 points, on en a 2, à un moment donné, posons les bonnes questions. On a déjà dit qu'il ne croit plus. On a 2 points sur 6 possibles sur les 2 premières journées. Non, on a combien de points? On a fait un point. Un point. Un sur 6. Oui. Ah voilà. J'ai même encore ajouté 1. Ah voilà, vous voyez? Donc on a 1 sur 6 possible. Donc imaginez un tout petit peu la fin. Donc, les 5 autres points sont allés où? Ah ben... De toutes les façons, ça se comprend. On les a tous simplement laissés en cours de chemin. Donc ça ne pourrait plus être rattrapable. À moins qu'on fasse d'autres performances extraordinaires face au Burkina Faso et puis voilà les autres sélections. C'est ce qu'on cherche à faire actuellement. Maintenant, je pense que nous sommes presque dans la même configuration que les autres sélections sur le continent. C'est-à-dire que nous tous, on va rester là à ne pas travailler et attendre mars 2023. C'est là où se trouve le piège. C'est en cela je dis ceci. Sûrement pour les 2 prochaines journées en septembre, il y avait un budget qui a été dégagé pour justement répondre à ces rendez-vous. Il faut à un moment donné les utiliser. Si j'étais le président de la fédération, je fais appel à Paulo Duarte et je ne vais pas l'obliger, mais je vais faire en sorte qu'il mette à profit ces 2 journées-là qui étaient préétablies pour les 2 journées, 3e et 4e journée des éliminatoires, histoire de trouver des sparring partners, de permettre à la sélection de jouer soit ici, soit dans un pays, avec les négociations qui y sont afférentes, pour permettre à ce que le groupe, d'abord, continue de croire en cette qualification. Il y a certains qui disent mordicus que le Togo sera à la CAN, y compris le capitaine lui-même. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Voilà. Donc, mais au même moment de vous à moi, il y a certains qui vont se dire, ah tiens, on est mal barré, on est mal parti. Il y a peut-être quelques petits doutes qui commencent déjà à naître dans la tête, même si on est des compétiteurs. À partir de là, je pense que s'ils sont ensemble, ils vont créer cette cohésion, cette familiarité, cette complicité, et ça permettra au groupe de pouvoir rester ensemble jusqu'à la période de mars 2023. Mais 6 mois, pour moi, c'est une éternité. C'est beaucoup de temps. Mais au même moment, pour terminer, prions que ces joueurs-là, qui sont sous la garde de Paulo Duarte, qu'aucun d'eux ne connaissent une blessure quelconque. Parce qu'à partir de là, on refait carrément les calculs. Il faut aller chercher des joueurs de même profil, même plus. Les avons-nous? Point d'interrogation à ce niveau. Point d'interrogation, en tout cas. Comment dire, Franck Nounyama parlait tout à l'heure de Koubadia Kader, justement. On va aller fouiller pour voir, pour nous rappeler justement ce que Koubadia Kader a dit à propos donc, des éperviers. On l'écoute. Je vous garantis qu'il y a plus de faibles équipes sur le continent qui pouvaient penser à un seul instant que l'Égypte allait courber l'échine devant l'Éthiopie. C'est vrai que nous traversons un désert depuis un moment, soif de victoire. Avant cette campagne, je me demande si on n'a pas trop surcoté notre équipe nationale. Peut-être que ce qui est normal aussi, parce que eu l'égard aux derniers résultats, de gagner 5 points au niveau du classement FIFA. Le constat après ces 2 sorties est que le patient épervier n'est pas totalement guéri. D'où il faut cerner les problèmes fondamentaux à partir desquels on peut progresser. Sinon, on va rester à nous battre sur les illusoires qui ne valent pas la peine. C'est comme ça on va occulter l'essentiel. Ça ne sert à rien de critiquer. Il faut apporter quelque chose de fédérateur, quelque chose qui peut nous réunir, si je veux dire. Et maintenant, nous devons encore travailler et que les joueurs et l'encadrement technique doivent prendre conscience de la situation délicate. À mon humble avis, il y a encore un espoir, si j'ose le dire. Ce minimum d'espoir, nous devons l'entretenir avant septembre. Ça tombe bien que le championnat aussi s'est arrêté. C'est le moment de chercher des trucs qui peuvent nous unir, qui peuvent nous aider à être qualifiés. Je reste convaincu qu'on peut faire bouger les lignes.
Voilà, donc Koubadia Kader qui dit donc le patient épervier n'est pas totalement guéri et que peut-être à un moment donné, on a surcoté ces éperviers, mais juste après, eh bien, Fodo là-bas s'est exprimé et a donné, si vous voulez, une envie. C'est lui qui a exprimé donc cette envie de se qualifier. On va l'écouter également et puis on va faire l'analyse des deux. Je dirais qu'on est tous conscients de la situation. Maintenant, on est en vacances, mais on a toujours des idées. On s'appelle entre nous, surtout moi et mon capitaine, et comment faire pour mieux rebondir, parce qu'on ne perd jamais notre objectif de vue, c'est la qualification. Et voilà, on va repartir dans nos clubs respectifs et travailler pour relever ce défi. Avec le recul, lorsqu'on demande de reparler un peu de ce match contre les Swatini, les boucliers du roi, et puis contre les requins bleus du Cap-Vert, qu'est-ce qui vous a bloqué? Qu'est-ce qui n'a pas réussi sur ces deux matchs-là? Là, c'était un peu compliqué, mais le match contre les Swatini, je pense qu'on était dans notre match jusqu'à la fin. Cette égalisation est arrivée, ce qui a tout chamboulé. Mais bon, ça reste le football, il y a plus de petites nations, donc on respecte toutes les équipes. Et contre le Cap-Vert, je pense qu'on était un peu passé à côté de notre match parce qu'on voulait à tout prix gagner. Donc on va apprendre de nos erreurs. Voilà, donc l'extrait de Fodo là-bas, par rapport justement à cette équipe togolaise où il dit qu'ils se sont appelés, ils continuent donc de s'appeler et qu'ils se nourrissent encore cette ambition de qualifier le Togo pour la prochaine CAN. Angelon, vous les avez écoutés, et Koubadia Kader et Fodo là-bas. Quelle analyse vous inspire donc les deux propos? Pour Kader, j'essaie de le comprendre quand il dit par endroit on aurait surcoté les joueurs de la sélection, et ça cadre un peu avec les propos de Paulo Duarte qui dit je me suis trompé ou bien mes joueurs m'ont trompé. Donc d'une manière ou d'une autre on s'est rendu compte que oui, les joueurs de nom, il y a une confiance qui les entoure, mais sur la pelouse on a vu tout autre chose. Pour revenir sur les propos de Fodo là-bas, quand il dit que nous respectons tous les adversaires, je ne le pense pas. Le Togo n'a pas respecté les Swatini. Le Togo a sous-estimé les Swatini. Voilà pourquoi on a eu ce résultat. Je dis une chose, quand vous respectez un adversaire sur le terrain, vous restez concentré de la première seconde jusqu'à la dernière, quel que soit le pédigré que vous avez en face. Mais la dernière fois, on a vu une équipe, ma foi, qui était amorphe, qui jouait par intermittence. Et on se disait qu'on allait marcher facilement sur les Swatini. Justement. Alors qu'on avait oublié que c'était des boucliers du roi. Et on s'est permis même de dire, oui, on se rappelle du cas d'Accra où on a écrasé l'équipe à une certaine période. On pourra récidiver, oui, parce que on se disait que les joueurs dont dispose Paulo Duarte sont au-dessus, en tout cas, des joueurs eswatini, même si on ne joue pas forcément dans les mêmes ligues sur le plan européen. Mais la dernière fois, on a été tout simplement démenti pour chuter en disant c'est bien de se remettre en cause, mais j'espère simplement que cette remise en cause, elle est collective. Si elle est collective, alors là, je pense que pour les prochaines fenêtres, on verra cette réaction sur le terrain. Par endroits, nos joueurs oublient comme quoi ils sont payés avec l'argent du contribuable. Ils se disent, tiens, je viens faire juste le minimum nécessaire et après je vais dans mon club où je peux mouiller le maillot parce que c'est là où je gagne beaucoup plus d'argent. Je pense que ce genre d'idée ou bien ce genre de pensée que ces joueurs ont de façon désordonnée, ce n'est pas une bonne chose. Ça n'arrange pas du tout le rendement de la sélection nationale. Oui, Franck, vous, alors, en écoutant ces deux, quelle analyse cela vous inspire justement par rapport à ces deux propos, enfin ces propos de Koubadia Kader et de Fodo là-bas? Ces réactions viennent des gens qui connaissent bien la maison. Kader Koubadia, on n'a plus besoin de le présenter. Meilleur buteur de la sélection jusqu'à ce jour. Et le seul buteur togolais en Coupe du Monde. Le recordman, personne ne l'a on a encore battu sur le corps. Qu'on appelle avec fierté le TGV à l'époque. Oui. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le nid des éperviers. Et avec quand 54 réalisations en équipe nationale. Et quand il sort pour dire que oui, aujourd'hui il n'y a plus de petite équipe, je pense que sur cet aspect, il a raison.
Parce que là, on a vu un peu lors de la dernière CAN également des sélections qui n'étaient pas attendues poser véritablement de problèmes aux sélections supposées, on va dire, supérieures. Lorsque je regarde encore ce match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, souvenez-vous, 2 buts partout. Tout à fait. Oui, les Sierra Léonais qui avaient joué avec beaucoup de rage, de détermination. Il y a d'autres exemples, comme le Cap-Vert, la Gambie, qui sont venus, on va dire, chambouler un tout petit peu la hiérarchie. La hiérarchie. Donc sur ce plan, il a raison. Il dit aussi que le patient épervier n'est pas totalement guéri. Il n'a pas tort en le disant. Il a raison. Parce que là, la reconstruction a commencé quand? Il y a juste un an. Et lorsqu'on prend par rapport, on prend tous les problèmes qui ont gangréné, tous les problèmes dans lesquels la sélection nationale était empêtrée, il serait difficile de finir tout ça, de faire le tour en l'espace d'un an. La reconstruction se poursuit. Il a raison. Et il ajoute qu'il faut continuer par travailler. Il a raison là-dessus également, parce que là, on ne va pas rester bras croisés pour redonner un niveau supérieur, un niveau intéressant à ce groupe. Il appartient au coach, il appartient aux joueurs de pouvoir travailler, de mouiller le maillot. Il appartient également à la fédération de s'en mêler, de mettre une meilleure organisation, de mettre la motivation à tous les niveaux. Ce sera très important. Là-bas, Fodo, lui, il est encore en équipe nationale. Il dit on s'appelle tous les jours pour se motiver. Ils sont conscients de la situation, dit-il. J'aimerais bien croire, parce que pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, cette équipe nationale est en train de tricher. Certains joueurs viennent en sélection, pas pour mouiller les maillots, mais pour ce que vous connaissez. Donc là-dessus, ils n'ont pas aussi tort lorsqu'on regarde un peu les 2 premiers matchs. 1 point sur 6 possible, ça ne fait pas du bien au Togo. Et les calculs, comme on le dit, d'apothicaire ont encore commencé. Donc, ce qui veut dire que le Togo est en situation difficile. Maintenant, il va falloir travailler, faire le travail avec beaucoup de sérieux, le temps également pour l'entraîneur de se remettre en cause, de se remettre en question pour avoir finalement cette confiance ou bien cette facilité de trouver les meilleurs joueurs qu'il va reconnaître après les matchs. Oui, vivement qu'il reconnaisse donc ces joueurs désormais. Il y a quand même une réalité que beaucoup, surtout au niveau du public sportif, nourrissait. Paulo Duarte, tout le monde a vu le prochain Messi du Togo. Ah oui? Oui, tout le monde l'a vu en tant que celui-là qui va ressusciter. Oui, il faut comprendre aussi que pendant 5 ans, on a tergiversé, on a balbutié notre football avec, bien sûr, la présence d'un certain Claude-Marie François Leroy. Tout à fait. Voilà. Et je voudrais juste ajouter... Donc c'était un ouf de soulagement donc, de voir Claude Leroy parti. Et de voir arriver Paulo Duarte. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est qu'il est au fait de tout ce qui se passe. La réalité, il la connaît aujourd'hui. Et donc, je peux être convaincu, en arrivant au Togo, il a envie également d'écrire une histoire avec cette sélection, avec ce football-là, et bien conscient de la situation, tout comme son board, il va se trouver les solutions. Je reste convaincu qu'il va trouver les solutions et j'attends de voir comme un Saint-Thomas tout simplement. C'est tout le mal qu'on souhaite à Paulo Duarte, de trouver la solution pour permettre à l'équipe togolaise de se qualifier. On va terminer donc avec cette question, Franck. Alors cette situation n'est-elle pas un piège, celle d'un piège en haute mer pour Paulo Duarte et son groupe, c'est-à-dire avoir 6 mois supplémentaires par exemple? Oui, ça peut être également. Oui, si on y prend garde, on peut se laisser rapidement aller, se disant on a plus de temps maintenant, on a tout le temps de préparer ces 2 matchs contre. On va aller dormir. Et on se perd un peu. C'est ce que disait Angelo entre-temps. Voilà, ça peut être, on va dire, un facteur de perdition également, mais il ne faut pas surtout aller dans ce sens. Il faut se dire tout simplement que oui, ou bien se mettre dans les conditions de l'ancien programme. C'est-à-dire qu'il faut se prendre comme si on allait jouer en septembre, même si dans un coin de la tête, on sait que les matchs n'ont plus lieu en septembre, mais plutôt en mars prochain, en préparant forcément quelque chose pour cette équipe nationale du Togo. Je ne sais pas s'il va y avoir des journées FIFA, s'il va y avoir des fenêtres pour jouer des matchs amicaux. Ce sera très important. Je crois que la FIFA a voulu ouvrir cette fenêtre pour permettre aux sélections qualifiées pour la Coupe du Monde de pouvoir s'essayer.
marqué. Voilà, et donc je crois que... Donc il va falloir profiter également dans cette période et jouer des matchs amicaux, voilà, et voir des joueurs qui sont vraiment, vraiment en forme, pas des joueurs qui viendront quand même, je ne sais pas, en tourisme ou bien en promenade. En tout cas, je l'ai dit, on attend donc la réaction et de la FTF et du gouvernement pour voir s'ils peuvent s'accorder justement pour trouver donc une fenêtre. Dans cette fenêtre-là, j'allais dire quelques matchs amicaux pour permettre donc à ces joueurs que par le droit puissent retrouver rapidement ces joueurs qui ne reconnaissaient pas à un moment donné. Voilà, le chapitre togolais en club, eh bien on vous retrouve Angelo Folikoué avec le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mais on va plus s'intéresser à ceux qui sont souvent en activité et surtout intéressés par la sélection nationale, voilà. Notamment Floyd Haïté avec son club Valenciennes en Ligue 2. La dernière fois, certes, Valenciennes a gagné petitement 1-0. Il a joué 45 minutes de la partie. On va s'intéresser pas mal à Kevin Denke avec son club Cercle Bruges avec le championnat belge, la Jupiler League. Ils ont perdu 0-2 face au Standard Liège, mais le Togolais a quand même disputé 67 minutes dans les jambes, ce n'est pas rien. On va s'intéresser à Steve Lawson. Steve Lawson, aujourd'hui qui évolue du côté de l'Écosse. Qui ne peut rappeler en sélection depuis un moment et qui continue donc de frapper frénétiquement aux portes des éperviers. Donc voilà, Steve Lawson qui a disputé tout le match pour le compte de son équipe Hamilton Academical. Il y a Amevor Maouna dont on parle de temps en temps. On va recommencer à parler de lui depuis un moment. Oui. Mais pour le moment, Paulo Duarte fait la sourde oreille. Oui. Il évolue au FC Eindhoven aux Pays-Bas. Lui aussi, il a eu la confiance de son coach. Il a disputé toute la rencontre dans son championnat. Et puis, n'oubliez pas également le cas de Kennedy Boateng qui évolue du côté de Santa Clara au niveau du championnat portugais. Lui aussi, titulaire dans son club, il a disputé les 90 minutes. L'autre bonne nouvelle à arriver, c'est celle qui concerne Laba Fodo. On se rappelle que la saison dernière avec son club Al Ain, il a été meilleur buteur du championnat et meilleur joueur étranger dans cette ligue-là. Et donc, il est en lice pour 2 trophées au UAE Pro League Awards. C'est ça. C'est la récompense, voilà. Et donc, il peut avoir le soulier d'or, récompensant le meilleur buteur, et l'autre trophée, récompensant le meilleur joueur étranger évoluant dans cette ligue-là. Sauf que là-bas, sur la liste, ils sont nombreux. Et puis, terminer avec une petite mauvaise nouvelle, même si c'est une tuile, c'est Clydia Thibault qui est blessé pour plusieurs mois avec les Girondins de Bordeaux. Décidément, même si Bordeaux s'est imposé 3-0 face à Rodez. Vivement qu'ils reviennent au bon moment pour la sélection nationale. Ben, c'est encore tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Franck, en attendant que nos auditeurs commencent à réagir sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Voilà, Franck, je crois que les nouvelles, on va dire, elles sont plus ou moins bonnes. Ouais, même si on n'a pas de Togolais qui jouent à un très haut niveau, à part Dienda Konam, ben c'est bien. Il y en a plusieurs qui jouent dans leur championnat, qui sont en compétition, c'est déjà une bonne chose. Et cette blessure de Thibaut Clydier qui devient de plus en plus, on va dire, un joueur important au sein des éperviers, qui se blesse déjà, je pense que c'est un coup dur pour lui, pour cette sélection. On va espérer juste qu'il retrouve très rapidement ses moyens pour retrouver les pelouses. Nous donnons plus de temps donc aux auditeurs, tranche des auditeurs à vos antennes. Auditeurs, bonjour. Bonjour, Rachid. C'est Rachid, comme d'habitude, il est le premier donc à réagir à chaque fois qu'on ouvre l'antenne. Oui, je salue tout le plateau. Bonjour. Merci. Bonjour. Oui. Ok, bon, moi ce que je vais dire, c'est concernant la sélection locale. Oui. On sait dès maintenant qu'on va commencer par préparer le match du Niger et chercher des joueurs étoffés. Ah, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer? On a commencé depuis. Oui, on a commencé, mais parfois on se dit non, que ce qu'on a fait, on l'a fait, on laisse ce qu'on a fait avant et maintenant de refaire notre encore. C'est ce qu'on a d'habitude de ne pas se baser pour de ce qu'on appelle l'ancien déposé. Non. Oui. Il faut qu'on continue sur le même lancer. D'accord.
garder cette même effectif. Concernant pour la sélection locale, il faut qu'on nous rappelle, par exemple, mais bon, moi je ne continue pas à l'insister. La sélection Fagnon plutôt. Oui, la sélection, un joueur qui est là, qui joue avec de l'expérience, vaut 1000 fois par rapport à celui qui va vite et qui peut commettre des erreurs en défense. Là, il faudrait qu'on puisse jouer aussi des matchs amicaux. C'est ça. Pour le mois de septembre, par exemple, c'est ça, non? Oui. Par exemple, comme contre le Sénégal, pourquoi pas contre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ah, vous avez choisi d'ailleurs les sparring partners. Ça, c'est très bien, ça. Bon, en espérant qu'ils vont accepter de jouer contre les éperviers. Hein, parce qu'il y a aussi ça. Oui, mais de toute façon, ils vont accepter. Mais il ne faut pas qu'on joue avec quoi et Djibouti ou quoi. Non. Avec les équipes qui nous dépassent, quoi. Oui, mais contre la Gambie, c'est pas mal, hein? Oui. Bon, contre la Gambie aussi, ce n'est pas mal. D'accord. C'est une participation. La Gambie devient donc une équipe. Bon, mais Rachid, merci beaucoup. D'accord. On se retrouve plus tard. Bon, il est parti. Donc, le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Auditeurs qui est en train de réagir de l'autre côté. On l'a. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle? C'est le type de Sao Paulo. Le type de Sao Paulo? Touri de Sao Paulo. Ah, Touri. Ah, d'accord. Touri de Sao Paulo. Bienvenue depuis le Brésil. Ah, merci beaucoup. Sauf que je suis au Togo. Ah, d'accord. Ben, très bien. Sauf que vous êtes de Sao Paulo. Ok, d'accord. C'est juste pour parler de l'équipe locale là. Oui. Moi, je soutiens cette équipe. Oui, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, et du courage à l'entraîneur. Monsieur Jonas Kokou-Komla. Voilà, merci. Ah, ce sera tout. Oui. Merci Touli. Allez, au revoir. 92 03 60 31 97 24 26 26. Auditeur, bonjour. Bonjour. On vous appelle? Julien, l'enfant sérieux. Julien? Oui. D'accord, Julien. Je salue le plateau, Angelo et Franck. Salut. Merci, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Julien. J'aimerais rebondir sur l'équipe nationale du Togo. Laquelle? La Fagnon? Oui, l'équipe A. D'accord. Oui. La situation dans laquelle l'équipe est actuellement est un peu dramatique, mais il faut que ça arrive pour corriger certains titres. Dans la vie d'une équipe nationale, ça doit arriver. Nous voyons ce qui se passe au niveau de l'Italie. L'Italie qui veut une grande nation, qui va manquer de coupe du monde. C'est quelque chose qui arrive, mais il faudrait que les dirigeants arrivent à sauver la situation et permettre aux joueurs de se redonner confiance et savoir qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Puisqu'il y a plus de confiance au niveau des joueurs, au niveau des supporters, même vous les journalistes, vous qui commentez les matchs, on sent qu'il y a un petit doute partout, sur tous les plans. Il faudrait que chacun essaie de mettre ce qu'il peut faire, en commençant par le plus petit jusqu'au plus grand, puisque c'est notre pays qui est mis devant, c'est pas seulement les joueurs. Oui, Julien. Tout le monde n'est pas concerné, oui. Vous avez parlé donc d'une situation dramatique. Le drame, c'est à quel niveau? Il faut relever ça, on va voir. Le drame est où? Le drame, c'est que, tout d'abord, il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire les anciens joueurs ne sont pas en contact avec les joueurs actuellement. Il n'y a pas de relation directe entre ceux qui sont là actuellement et les anciens internationaux. Exactement. Et pareil pour les dirigeants aussi. Les dirigeants, les ex-dirigeants et les nouveaux, actuellement, il n'y a pas de communication entre eux. C'est ça. Or, le football, c'est quelque chose qui se transmet. C'est ça. Comment tu as fait? Tu as réussi ici, bon, je n'arrive pas à réussir. Comment tu as fait? Mais les gens, ils sont arrogants, ils ne veulent pas se rabaisser pour apprendre et pour faire développer ce football-là. Sinon, au Togo, on a beaucoup de talents, on a plein de talents
Si on se concentre sur le football national, on laisse les expatriés, vous allez voir comment on va jouer. Il y a plein de talents au Togo. Merci, Julien. Merci. Peut-être le dernier, si c'est possible. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonne émission à vous. Je vous en prie, on vous appelle moi, c'est Amenou Vévé. Amenou Vévé. Depuis Tochi. Amenou Vévé depuis Tochi. Ouais. Très bien, moi, on vous écoute. je vais intervenir concernant 2 joueurs. Le premier, c'est Amévo Marina et au niveau du PSN de Nouvelle. Oui. Normalement, ce sont des talents qu'on doit voir dans l'équipe nationale. Ce sont de très bons joueurs. Mais on ne les voit pas. Et le second point, c'est sur le petit frère de notre footballeur, Bakola, et qui évolue présentement. Bradley. C'est ça. Oui. Bradley. Je veux demander, est-ce que la fédération a contacté le joueur ou bien est-ce qu'il y a un projet concernant le jeu? Parce que c'est un talent qu'on ne doit pas perdre, qu'on ne doit pas laisser jouer en France. En tout cas, certainement qu'il y a des discussions. Et on va encourager justement que ces discussions aboutissent parce qu'il y a aussi la volonté du joueur et tout. Vous savez, le tout n'est pas de ramener donc tout le monde. Vous avez vu, on a ramené donc des gens. Puis l'autre fois, un peu la huissarde. Vous avez vu donc ce qui s'est passé. On ne sent pas donc que les gens sont vraiment là pour mouiller le maillot, pour jouer avec patriotisme. C'est aussi ça. Et il faut que ça soit ancré là-dedans. Et je crois qu'il y a un travail psychologique qui doit être fait également. Okay. Il faut préciser qu'il joue également pour l'équipe de France de moins de 20 ans. On doit avoir dans l'équipe quand même. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Amenou Vévé. Donc, bon voilà, on le disait, on va conclure. Commencer avec vous, Angelo. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous vendredi prochain. N'est-ce pas, Franck? Oui, vendredi, sans faute. Eh bien, merci de nous rester fidèles. C'est fini donc pour ce rendez-vous. Était donc au débat aujourd'hui, comme d'habitude. La Franck Lunyama et Angelo Folikwe de la rédaction de Sport FM. À la technique, c'était Théo Ajav, à la caméra et l'homme à devant. Je suis Aimé Le Bon. Ce sera avec autant de plaisir que je vous retrouverai vendredi prochain. Au revoir.